On continue de parler ensemble, mais cette fois de sport avec Michel Goldstein. Merci de nous avoir retrouvés. Toujours avec un week-end extrêmement chargé. On commence par la joie du rugby des Lyonnais avec le challenge européen qui était relevé. Première finale et premier titre européen pour le Loup. Les Lyonnais ont réussi un véritable exploit face à Toulon, un vainqueur donc 30-12. Avec beaucoup de joie et de feux d'artifice pour cette belle victoire. Dans un match à sens unique, les Varois ont été brouillons et ont encaissé 3 essais à 2 et surtout 3 pénalités. Les Rodaniens, plus tranchants, plus rapides dans les passes et les sprints, ont montré qu'ils voulaient ce premier trophée. Le Loup se qualifie pour la Champions Cup de la saison prochaine. Bel exploit, en tout cas, de Lyon. Alors, juste pour préciser que cette finale de Champions Cup a lieu cet après-midi à Marseille entre La Rochelle et Leicester, et ça va être sur les antennes de France 2 cet après-midi à 17h45. Pour être précis, on parle aussi de foot, ça c'est le grand rendez-vous de la soirée. Ça se passe au Stade de France avec la 67e finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool. Et ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que c'était pas censé se dérouler à Paris, cette histoire. Ça devait se passer à Saint-Pétersbourg. Effectivement, cette finale était prévue à Saint-Pétersbourg. La dernière fois qu'il y a eu une finale de Ligue des Champions, c'était en 2006 à Paris, entre Barcelone et Arsenal. Et là, c'est dans un contexte un peu particulier, contexte géopolitique, sujet de Frédéric Talbot. Après plusieurs jours d'ajustement et la pose d'une nouvelle pelouse, le Stade de France est enfin prêt à accueillir la plus grande compétition de clubs de football européen, la Ligue des Champions. Initialement prévu à Saint-Pétersbourg en Russie, l'événement sportif a été relocalisé à Saint-Denis. L'UEFA, l'instance européenne, a décidé de confier à la France son organisation quelques heures après le lancement de l'offensive russe en Ukraine. À la manœuvre, Emmanuel Macron. En coulisses, le président a directement négocié avec l'UEFA. Le président de l'institution sportive a tenu à remercier le chef de l'État. L'UEFA remercie Emmanuel Macron pour son soutien et son engagement à relocaliser la finale de la Ligue des Champions en France. Autre décision qui marquera cette finale, l'absence de Gazprom sur les panneaux publicitaires du Stade de France. L'UEFA a mis fin au contrat de sponsoring avec le gazier russe. Ces prises de position s'inscrivent aussi sur le terrain. Un hommage à l'Ukraine sera rendu avant le coup d'envoi du match. Hommage de la tête jusqu'aux pieds, puisque le mot paix figure désormais sur le ballon officiel de la rencontre. Alors une finale de rêve, une affiche, vous vous rendrez compte, Real-Liverpool à Paris. Le Real, c'est le club qui a sorti le Paris Saint-Germain. Il n'y aura pas donc de club français pour cette finale qui s'annonce déterminante pour la lutte pour l'attribution du prochain Ballon d'Or entre d'un côté Karim Benzema et de l'autre Mohamed Salah et Sadio Mané. Le Real de Madrid, c'est 13 Ligues des Champions, le club le plus titré, champion d'Espagne 2022. Liverpool, 6 Ligues des Champions et champion d'Angleterre. Liverpool est probablement la meilleure équipe des deux, mais le Real de Benzema qui a souvent ramené son club des enfers cette saison. On écoute Thibaut de Courtois. Je crois que la défense, on fait avec toute l'équipe, c'est pas juste le défenseur ou le gardien. Je crois qu'au final, c'est tout le monde. Si on défend bien avec 11, comme ça, on peut arrêter Liverpool. On a déjà entraîné ça, donc je crois qu'on est prêt pour ça. Et Karim, oui, je crois qu'il a encore pris beaucoup plus de poids sur ses épaules. Je crois qu'il a fait beaucoup de buts importants, mais pas seulement ça. Il pousse vraiment l'équipe vers les victoires, même dans les moments difficiles. Alors, on va évidemment aussi parler de tennis, puisque il y a beaucoup de Français à Roland-Garros, donc ça nous permet de suivre la compétition de manière encore plus engagée. Tout roule aussi pour l'Espagnol Alcaraz. Et oui, il s'est rassuré, lui qui était proche de l'élimination mercredi. Il a battu facilement Corda. Seul joueur à l'avoir vaincu cette saison sur terre battue. Victoire en 3-7, 6-4, 6-4, 6-2. L'Espagnol de 19 ans, virevoltant et plus tranchant sur les points importants, se qualifie pour la première fois pour les huitièmes de finale de Roland-Garros. Bel exploit. Tout va bien aussi pour Nadal et Djokovic ? Oh là là, oui, pour l'instant, eux aussi, ils sont sur une autre planète, en maîtrise intégrale pour le numéro 1 mondial, qui signe sa victoire la plus rapide du tournoi. Djokovic expédie son match face à Benedé
en 3-7, 6-3, 6-3, 6-2 en 1h44. Le Serbe se hisse donc en 8e où il affrontera Schwartzmann. Même parcours pour Nadal, qualifié pour les 8e de finale. Il sera opposé à Alian Sim après sa victoire sur Van de Zandschulp en 3-7, 6-3, 6-2, 6-4. Après avoir survolé les 2 premiers sets en 3 actes, il a conclu très rapidement l'Espagnol. On termine avec la déception pour Paris. Après 2 belles victoires, elle a été battue. On espérait la voir continuer, elle qui nous a donné tant d'émotions à Roland Garros. Elle qui avait aussi créé la surprise en éliminant la tenante du titre. Mais Diane Paris s'incline au 3e tour face à l'américaine Stephens. La tricolore de 19 ans a été battue en 2-7, 6-2, 6-3. Malgré les encouragements du Châtrier, la niçoise n'a pu rivaliser dans une rencontre à sens unique. La fin d'une belle histoire, on l'écoute. Ouais, bien sûr, j'ai vécu des émotions de dingue. C'était la première fois pour moi que j'ai joué sur le Châtrier, en plus une deuxième fois aujourd'hui. Donc heureuse du tournoi que j'ai vécu et ça me donne envie de revenir l'année prochaine. J'aurais pu faire mieux que ça, mais en tout cas c'est une bonne expérience et je vois encore ce qu'il me reste à travailler. Merci beaucoup Michel Golchen pour ce journal des sports complet. Je vous propose de regarder ce qui fait la une de l'actualité dans vos kiosques ce matin. On commence avec le Figaro, très politique de toute façon pour la presse quotidienne nationale. Les législatives, pourquoi la droite veut encore y croire ? On parle du coup de barre à gauche d'Emmanuel Macron, des débuts difficiles du gouvernement ou même l'épouvantail Mélenchon qui pourrait jouer en faveur des candidats républicains. Emmanuel Macron qui est à la une de Libération, qui consacre un très long dossier sur sa politique internationale, le diplomate du beau-parleur, la diplomatie du beau-parleur. Vous reconnaissez un petit peu, Nathanaël, c'est le guide du routard, un petit peu qu'ils ont singé en Emmanuel Macron. Si le bilan européen du chef de l'État est plutôt positif, il lui reste à faire preuve du même volontarisme sur 3 dossiers, l'écologie, l'Ukraine ou encore le Sahel, c'est-à-dire dans les pages de Libération. Le Parisien, il y a une bonne nouvelle. Moi, j'adore les bonnes nouvelles, vous savez, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. C'est les fruits de l'été. Apparemment, ils vont pas être trop chers et puis ils vont être très sucrés. Donc, c'est l'occasion de se régaler pour nous et pour les enfants, parce que c'est toujours très important d'avoir nos fruits et légumes. Et puis peut-être pour rester sur les législatives, 2 candidats sans rire. C'est Laurent Baffy pour le Parti animaliste à Paris dans le 17e et Gérald Dahan, lui en revanche, qui a apparemment, on apprend dans les colonnes du Parisien que c'était un proche, un ami de Mélenchon. Il s'est laissé séduire une nouvelle fois d'ailleurs par l'aventure politique sous les bannières de NUPS. Où est-ce que c'est dans les Hauts-de-Seine. Voilà, donc c'est à suivre. Ils veulent pas faire ça pour plaisanter. Ils ont l'intention de prendre ça au sérieux. L'équipe, évidemment, la Ligue des Champions, c'est ce soir. Vous le savez, on le sait tous. C'est à suivre à Paris. Ça devait être à Saint-Pétersbourg. Ça a été délocalisé à Paris pour cause de guerre. On suivra ça. On vous en parlera évidemment demain matin. À la une de la presse quotidienne régionale, on parle de quoi ? De pollen à la une de la Dépêche du Midi. Pollen et allergie, alerte rouge, 1 Français sur 3 est concerné. Ce chiffre va aller en s'augmentant à cause de quoi ? Du réchauffement climatique notamment. C'est ce que la Dépêche du Midi nous explique dans ses colonnes. Le Télégramme fait le point, et bien sûr le Festival de Cannes, comme Cédric Cousseau d'ailleurs. Quels sont les grands moments forts ? Ils en ont sélectionné quelques-uns dans les pages du journal breton. La sécheresse à la une de l'Alsace et du Républicain Lorrain. L'inquiétude d'abord chez les pêcheurs qui s'inquiètent du niveau des rivières qui est trop bas. Il tire la sonnette d'alarme. Et le Républicain Lorrain fait un focus sur les agriculteurs. Comment ils peuvent faire face à ces différents défis, aux nouveaux enjeux environnementaux, écologiques ou encore sociétaux, notamment dans le Grand Est, où ils affrontent de grandes difficultés, notamment de recrutement, c'est-à-dire dans les pages du Républicain Lorrain, le refuge victime du réchauffement climatique à la une du Dauphiné ce matin. Dans les Écrins, la Pilate doit fermer à cause de la fonte du glacier. Résultat, c'est toute une partie qui sera coupée des visites et du tourisme. On s'arrête peut-être avec Corse Matin, qui s'intéresse à l'avocate de Ferrandi, qui ne veut rien lâcher après le refus de la semi-liberté. Maître Davido, qui a formé donc un pourvoi en cassation. C'est l'heure de regarder la couleur du ciel pour la journée. On se retrouve pour une nouvelle édition. À tout de suite. Madame, monsieur, bonjour. C'est un temps calme qui nous attend pour ce week-end, malgré davantage de passages nuageux sur les régions du Nord.
Et aujourd'hui, eh bien, très belle luminosité ce matin, malgré l'arrivée d'un petit front très atténué par le nord-est du pays, qui va surtout donner quelques passages nuageux, de la grisaille, donc, avec ces nuages qui pourraient lâcher localement une petite averse, de l'instabilité également dans le sud-est du pays, ainsi que sur le relief corse. Ailleurs, c'est vraiment le soleil qui va s'imposer tout au long de la journée. À noter quand même, eh bien, le Mistral qui va se renforcer jusqu'à 90 km à l'heure, et les températures qui vont commencer à baisser sur le nord. Les températures, justement, pour ce matin, petite fraîcheur du côté de Reims, avec 6 degrés, 11 à Paris, 10 à Strasbourg, mais 23 degrés déjà ce matin à Nice. Et dans l'après-midi, eh bien, nous allons retrouver des valeurs estivales dans la moitié sud du pays, avec 32 degrés attendus pour Montpellier, et des valeurs de saison sur la moitié nord, de 16 jusqu'à 23 degrés. Très belle journée à tous. Bonjour et bienvenue dans votre matinale week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec Sébastien Thomas. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. On se retrouve dans quelques instants. Absolument. Pour les titres, évidemment, et un journal complet. Le temps de dire bonjour à Michel Goldstein avec qui on va parler sport. Bon programme, tennis, mais foot surtout. Tennis, Roland-Garros bien sûr, et puis surtout la finale de la Ligue des Champions ce soir au Stade de France entre le Real Madrid et Liverpool. Voilà, belle affiche. Paris, évidemment, on va prendre la direction aussi du Festival de Cannes où nous attend Cédric Cousseau. Merci d'être avec nous. On vous retrouve dans une petite demi-heure et on va parler, une fois n'est pas coutume, du cinéma sud-coréen. Oui, on va tester votre sud-coréen. Myriam, je sais que vous êtes une femme du monde, parce que le cinéma sud-coréen est ici très prisé à Cannes. Et il y a 2 chances de film pour une Palme d'Or ce soir. Et on va retracer cette ascension fulgurante. Grâce à vous, on vous retrouve évidemment dans cette demi-heure d'actualité. On commence avec les titres, le journal avec Sébastien. 19 enfants, 2 enseignantes abattus froidement mardi au Texas à l'arme automatique par un jeune de 18 ans. Et pour Donald Trump, qui s'exprimait hier devant le lobby des armes, eh bien la solution, c'est d'en donner des armes à plus d'Américains. Vous entendrez l'ancien président. La guerre en Ukraine, situation très difficile dans le Donbass. Inquiétude pour les populations qui habitent les zones occupées par les Russes. Pourquoi ? Parce que la propagande de désukrainisation semble à l'œuvre, ce qui pousse Majid Katz des habitants à l'exil. On vous retrouvera en direct de l'Ukraine. Vous avez rencontré certains de ces habitants. L'heure de la délibération pour le jury présidé par Vincent Lindon au Festival de Cannes. On connaîtra donc ce soir la Palme d'Or de cette 75e édition. Qui succédera à Titane ? Des pronostics à suivre ce soir. Et puis, on le disait, le Real Madrid affronte Liverpool en finale de la Ligue des Champions. Un match qui aura lieu à 21h au Stade de France. Et une rencontre qui va compter dans l'attribution du Ballon d'Or. C'est peut-être l'année de Karim Benzema. À vos pronostics. Mais avant de développer ces actualités, on prend la direction du Texas avec la colère des familles après la tuerie d'Uvalde. C'était mardi. Elles accusent la police d'avoir failli à sa mission. Police qui reconnaît aujourd'hui avoir pris une mauvaise décision. Ce sont ces termes. Oui, parce que les agents, effectivement, ont trop tardé à intervenir. Autant ils sont arrivés très vite, une vingtaine de policiers sur place, mais ils ne sont pas entrés dans l'école. Il a fallu attendre les renforts et il a fallu attendre longtemps, trop longtemps pour les parents. Liane Courtet. Devant l'école primaire d'Uvalde, les hommages se multiplient. 5 jours après la fusillade qui a coûté la vie à 19 enfants et à 2 enseignantes, les familles des victimes dénoncent une nouvelle fois la passivité des forces de l'ordre. Comme cet homme présent sur les lieux ce jour-là, il aurait aimé que la police intervienne immédiatement. Ce que les officiers auraient dû faire, c'est entrer dans l'école, peu importe les conséquences. Pour les familles, l'attente a été interminable. Salvador Ramos, le tireur, est entré vers 11h30 dans l'école. 2 minutes plus tard, la police locale arrive sur place. Une vingtaine d'agents rentrent à leur tour dans l'établissement mais n'interviennent pas. L'assaut ne sera donné qu'1 heure plus tard à l'arrivée de la police aux frontières. Hier, lors d'une conférence de presse, le chef de la police a reconnu son erreur. Bien sûr que ce n'était pas la bonne décision. C'était la mauvaise décision, point final. Il n'y a pas d'excuse pour cela. Bien sûr, la police aurait dû entrer dès que possible. La fusillade aura duré 1 heure.
D'après l'enquête, une centaine de balles ont été tirées. Dans ce contexte, à une centaine de kilomètres du Val-d'E, la NRA, le lobby des armes, organise donc sa convention annuelle. Oui, et hier, l'ancien président Donald Trump est venu y faire un vibrant plaidoyer pour les armes. On va y revenir dans quelques instants avec quelqu'un qui a assisté à ce discours. Mais d'abord, voici ce que Trump suggère pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. L'existence du mal dans notre société n'est pas une raison pour priver d'armes les honnêtes citoyens, ceux qui savent utiliser leurs armes et protéger de nombreuses personnes. L'existence du mal est l'une des meilleures raisons d'armer les citoyens qui respectent la loi. Il faut dire que la NRA ne compte pas la dépense. 250 millions de dollars investis en 2020 dans la défense des armes et une influence sur le parti républicain. Oui, Donald Trump lui-même en a bénéficié lors de sa campagne victorieuse en 2016. Et avec lui, la politique n'est jamais vraiment loin. Camille Gutin nous le confirme, elle qui a donc assisté à ce discours. Oui, effectivement, sans grande surprise, Donald Trump a fait porter la responsabilité de cette fusillade sur un individu uniquement et non pas sur les armes. Il a d'ailleurs expliqué qu'il fallait mieux prendre en compte les problèmes mentaux pour éviter ce genre de tragédie de se reproduire. Et puis tout de suite après, il a critiqué les démocrates. Selon lui, ils veulent récupérer à des fins politiques cette tragédie. Et puis il a aussi proposé des solutions concrètes. L'ancien président américain a plaidé pour armer tous les professeurs dans les écoles. Cela permettrait, en étant entraînés, de mieux pouvoir défendre les élèves. Car selon lui, une zone et des lieux sans armes sont des lieux beaucoup plus dangereux. Et puis enfin, Donald Trump a fait du Donald Trump. Il a expliqué que tout ceci ne serait pas arrivé si l'élection ne lui avait pas été volée. Un discours qui a très vite pris des allures de meeting présidentiel. Il semblerait donc que le candidat Donald Trump soit déjà en campagne pour l'élection de 2024. Dans le reste de l'actualité internationale, la guerre en Ukraine, 94e jour d'une offensive de plus en plus difficile. Selon Kiev, dans le Donbass, l'armée russe gagne du terrain. Inquiétude notamment autour du sort des populations civiles à Lysychansk et à Severodonetsk. Ils sont encore plusieurs milliers, pour certains pris au piège de villes encerclées par l'armée russe et pilonnées par les bombes. Difficile d'avoir dans ce contexte des informations précises sur la situation sur le terrain. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il y a des victimes, des morts qu'il faut enterrés à la hâte dans des fosses communes, tandis qu'à quelques kilomètres de là, les Russes avancent, les forces séparatistes revendiquent en effet la prise de Liman. On va écouter à ce sujet le président Zelensky, il le reconnaît lui-même. Oui, son armée recule. Comme on pouvait s'y attendre, la situation dans le Donbass est très très difficile. Les occupants essaient d'atteindre en 100 jours de guerre les objectifs qu'ils espéraient atteindre dans les premiers jours après le 24 février. Par conséquent, ils ont concentré dans le Donbass un maximum d'artillerie, un maximum de réserves. Il y a des frappes de missiles, des avions, tout. Nous protégeons notre territoire dans la mesure où nos ressources actuelles de défense le permettent. Nous faisons tout pour le renforcer, et nous le renforcerons. Si les occupants pensent que Liman et Severodonetsk seront à eux, ils ont tort. Le Donbass restera ukrainien. Voilà pour le Donbass, mais on le rappelle, il y a toute une partie du pays qui est déjà sous la coupe de l'occupation russe. Majid Kiad, bonjour. Vous êtes à Zaporijjia, c'est dans le sud-est de l'Ukraine. Et vous avez pu observer un phénomène qui prend de l'ampleur, la russification. Oui, tout à fait. Alors, certaines zones qui sont en ce moment même occupées par l'armée russe font l'objet de cette russification, ce terme qui est utilisé ici par certains Ukrainiens. Pour vous expliquer un peu le contexte, nous on se trouve à Zaporijjia, c'est au sud-est de l'Ukraine. L'armée russe est à 30 km, mais ici la région n'est pas pilonnée. Oui, il y a des frappes russes, il y a encore 3 jours, le centre commercial était visé, mais tout au sud de Zaporijjia, de nombreux villages et même des régions sont occupés par l'armée russe. Alors régulièrement, on entend dans l'actualité, par exemple cette semaine, que Moscou souhaite octroyer des passeports russes aux habitants de ces régions. Nous, avec Annie Triboire, on a été à la rencontre de ces déplacés qui viennent ici dans cette ville qui sert de ville de transit pour ensuite aller à l'ouest ou à Kiev, la capitale ukrainienne. On a parlé avec eux de cette russification. Je vous propose de voir ce reportage. Ils viennent de toutes les régions occupées par l'armée russe. Chaque jour, plus de 400 déplacés arrivent sur ce parking de supermarché. Si vous avez besoin d'une pharmacie ou d'un docteur, il y en a. Olena et sa fille viennent tout juste d'arriver.
Elles ont fui Kherson, une ville dans le sud de l'Ukraine, occupée par l'armée russe depuis début mars. Je ne pense pas que beaucoup de gens prendront la citoyenneté russe. Kherson est ukrainienne. Les Russes n'y arriveront que sous la menace des armes. À Kherson, la population a tenté de protester. Mais l'occupant russe a organisé ses propres manifestations. Le 9 mai, ils ont fait une démonstration, ils ont emmené des personnes de Crimée, ils ont filmé ces vidéos et puis ils sont partis. Moscou tente d'accélérer le processus de russification du territoire. Depuis lundi, il est possible de payer dans certains supermarchés en roubles, la monnaie russe. À l'extérieur, nous rencontrons une mère de 2 enfants. Elle accepte de témoigner anonymement. Elle retourne vivre dans sa région occupée par l'armée russe. Dans son coffre, des médicaments, des provisions. Il y a des gouttes pour le nez, un thermomètre, des choses simples. Nous sommes obligés de rentrer à la maison car c'est très cher de payer pour les appartements, d'acheter des produits pour les enfants et nous en avons 2. Alors nous sommes obligés d'y retourner. Un retour peut être temporaire. Moscou veut délivrer des passeports russes aux habitants de sa région. Si jamais la situation fait que je dois recevoir un passeport russe, je pense que je m'en irai à nouveau. Plusieurs centaines de milliers d'habitants des territoires séparatistes ont déjà reçu leur passeport russe. Merci beaucoup Majid Kiat pour ce reportage que vous avez réalisé avec Annie Triboire en direct donc de Zaporijia en Ukraine. Dans le reste de l'actualité, retour en France avec la nouvelle ministre des Outre-mer, Yaël Braun-Pivet, qui est en visite en Guadeloupe, au programme notamment la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Avec une phrase prononcée par la nouvelle ministre, l'esclavage qualifié, je cite, de crime contre l'humanité perpétré durant des siècles. Mais nous sommes aussi dans un calendrier particulier à quelques semaines des législatives et c'est aussi une visite très politique que nous décrypte Ludivine Guiolet-Oulac. Visite éclair et surprise pour Yaël Braun-Pivet. Aucune indication sur son programme durant ces 2 jours de déplacement en Guadeloupe n'a été communiquée à la presse. Visite éminemment symbolique en raison de la date 27 mai, commémoration de l'abolition de l'esclavage chez nous. Mais impossible de ne pas y voir un message politique. La ministre des Outre-mer est-elle venue soutenir les candidats investis par le parti présidentiel Renaissance? Des questions qui suscitent déjà les critiques de l'opposition. La Fédération du Parti socialiste guadeloupéen note que cette visite intervient en pleine réserve de ministres et que c'est tout juste une manœuvre à visée électoraliste. Yaël Braun-Pivet qui vient donc en terrain délicat. Il faut dire que les Guadeloupéens ont clairement exprimé leur désaccord vis-à-vis de la politique d'Emmanuel Macron. En témoigne le score historique de Marine Le Pen. La présidente du Rassemblement national était arrivée en tête des suffrages avec 70% des voix dans l'archipel lors du 2e tour de l'élection présidentielle. On va parler de la variole du singe. 2 premières personnes cas contact ont été vaccinées en France. Oui, c'était hier à Paris et c'est en fait l'application d'une doctrine prônée par la Haute Autorité de Santé qui vise à concentrer la vaccination sur les personnes à risque. C'est ce que nous explique Sofiane Aklouf. C'est une vaccination très ciblée, proposée aux personnes considérées à risque. 2 Français cas contact ont reçu une dose de vaccin à l'hôpital Bichat à Paris. Le premier d'entre eux est un homme âgé d'une trentaine d'années, cas contact du tout premier patient confirmé dans le pays le 20 mai dernier, fait savoir la Direction générale de la santé. Cet homme explique avoir partagé le 14 mai le même espace que la personne infectée, un contact de 3 heures environ dans son appartement. Le pays compte 7 cas avérés de variole du singe selon la ministre de la Santé. En déplacement à l'Institut Pasteur cette semaine, Brigitte Bourguignon a assuré que la France disposait de stocks de vaccins suffisants et s'est voulue rassurante. Cette maladie, dans la majeure partie, est bénigne. Les gens sont isolés chez eux par protection. Il est recommandé, en fait, de s'isoler pour ne pas propager lorsqu'on est atteint. Et puis, c'est une maladie qui, en 2 ou 3 semaines, s'estompe. Comme pour le Covid-19, une ou plusieurs doses de rappel sont recommandées par la Haute Autorité de Santé. L'Europe concentre la grande majorité des cas détectés dans le monde. Des achats groupés de vaccins sont prévus dès le début de la semaine prochaine.
Dans le reste de l'actualité, les Français sont nombreux à profiter du pont de l'Ascension. C'est peut-être votre cas. Et il y a un signe qui annonce l'arrivée prochaine de l'été. Les premiers postes de secours ouvrent. Oui, illustration du côté de Palavas-les-Flots, c'est sur les côtes de l'Hérault. 2 de ces postes sont en effet opérationnels. Jean-Philippe Faure, Cédric Météron, avec le commentaire de Jonathan Trouillard. Plein soleil sur le littoral et un petit air d'été avant l'heure à Palavas-les-Flots. Avec des températures douces et une eau entre 20 et 22 degrés, les baigneurs reviennent donc et les sauveteurs eux aussi ont repris du service ce week-end avec 2 postes de secours réactivés pour l'occasion. La vigilance est de rigueur car souffle actuellement un vent de terre. Le seul danger par ce type de temps, c'est tout ce qui est engin de plage. Pneumatique léger, qui a une grosse prise au vent. Et là, c'est emporté vers le large. Quand les gens commencent à s'apercevoir qu'ils ne vont pas pouvoir arriver à rentrer et se mettre à l'eau, et là, il y a risque de noyade. 120 000 touristes ont rejoint la station balnéaire pour ce long week-end. Sur la plage, le dispositif de sécurité rassure. On ne sait jamais avec là, même si là elle est calme, c'est toujours rassurant de voir des personnes qui sont là, disponibles pour nous, quoi. La surveillance totale de la plage se fera à partir de début juillet, comme sur l'ensemble du littoral. Plus lointain et plus frais, surtout comme ambiance, direction un archipel norvégien où le tourisme se veut durable. Le Je vous laisse Svalbard. donner le nom. Voilà, Svalbard. Je ne sais pas si je prononce bien en norvégien, mais c'est en effet le nom de ces îles qui sont du coup situées dans l'Arctique. Et on cherche là-bas à concilier environnement et développement. Avec Estelle Farge, on va voir que l'équation n'est pas toujours si simple à équilibrer. L'immensité sauvage a coupé le souffle. À 1300 km du pôle Nord, l'archipel norvégien du Svalbard est un paradis pour les amoureux des aventures polaires. 140 000 visiteurs viennent ici chaque année profiter d'une nature quasi immaculée. Je pense que ça attire comme tout lieu rare en fait. Voilà. Après, il reste fragile, donc il faut quand même le visiter de manière respectueuse aussi. Et pour que tourisme se conjugue avec respect, certains acteurs du secteur utilisent des technologies qui leur permettent de limiter leur impact sur cet environnement fragile, à l'image de ce voyagiste qui offre des excursions dans un bateau hybride. L'électricité dans l'archipel est issue d'une centrale à charbon, mais les autorités espèrent la fermer d'ici à 2023. Outre ce bémol, le sujet des transports est ici, au cœur des préoccupations. Le vrai problème, c'est le transport pour venir et partir du Svalbard, que ce soit dans le tourisme ou pour nous les locaux qui vivons ici. On a une empreinte carbone par tête qui est juste insensée. Sur la question des transports, le directeur de cette agence de voyage réclame une coopération au-delà du niveau local. Ici, le tourisme et la recherche scientifique sont les principaux piliers de l'économie, des secteurs qui font vivre les 3000 habitants de l'archipel. Allez, vous suivez peut-être cette aventure sur les réseaux sociaux, ça passionne le monde entier. Bientôt, c'est l'heure du verdict, et vous aussi, je le sais, Sébastien, du procès qui oppose l'acteur Johnny Depp et son ex-femme Amber Heard. On va essayer de résumer, mais c'est loin d'être simple. D'abord, la vedette de la saga Pirates des Caraïbes. Il y a une chose qui est claire, elle peut compter sur le soutien d'une communauté de fans présents depuis le début du procès. La sérénité de la justice est-elle garantie? C'est toute la question. Johnny Depp poursuit en diffamation son ex-femme qui l'accuse à mots couverts de violence conjugale. L'acteur lui réclame 50 millions de dollars en dommages et intérêts. C'est un procès ultra médiatique, suivi dans le monde entier, vous le disiez. Et on s'imagine que pour les jurés, ces 5 hommes et 2 femmes, ça va être compliqué de prendre une décision. Les délibérations vont se poursuivre la semaine prochaine. Alors on fait le point, on essaie de synthétiser avec Julien Elion. C'est la fin d'un procès ultra médiatisé qui a pris des allures de feuilleton aux États-Unis. Diffusé en direct pendant plusieurs semaines par les médias, suivi avec ferveur par ces centaines de fans qui se sont amassés devant le tribunal. L'acteur Johnny Depp, face à son ancienne femme Amber Heard, également actrice, la star de Pirates des Caraïbes attaque en diffamation son ancienne compagne. Fin 2018, elle l'accuse de violence conjugale dans la presse, sans citer son nom. Je n'ai jamais atteint le stade de frapper Mademoiselle Heard. Et je n'ai jamais battu aucune autre femme. La diffusion d'SMS et d'enregistrements dévoile la nature toxique de leur relation. Sur ces photos, on découvre un Johnny Depp sous drogue, addict à l'alcool, qui selon Amber Heard le rendrait violent.
Elle dévoile des images où l'on voit les coups qu'elle a reçus de la part de son ancien mari. C'était l'amour de ma vie. Mais il était aussi cette autre chose horrible. Elle affirme aussi avoir été violée par Johnny Depp, des accusations que l'intéressé nie en bloc. Lui évoque des blessures comme ce doigt qui aurait été en partie coupé lors d'une dispute, au cours de laquelle Amber Heard lui aurait jeté une bouteille de vodka. Vous n'arriviez pas à vous contrôler, Madame Heard? J'essayais de me défendre quand je le pouvais, mais c'était après des années à ne pas m'être défendue. Johnny Depp réclame 50 millions de dollars de dommages et intérêts. Son ex-femme le double, accusant son ex-mari d'avoir voulu ruiner sa carrière, surtout, selon son avocate, de lui faire vivre un enfer. Merci beaucoup Sébastien Thomas. Alors on a pris un peu d'avance, on vous a mis le beau logo, voilà, pas encore pas la Palme d'Or, mais en tout cas le logo du Festival de Cannes. Regardez ce bleu azur où se trouve notre ami Cédric Cousseau, qui doit être sur les rotules. Ça fait 2 semaines que vous suivrez le Festival de Cannes, mais avec un très beau ciel bleu. On voit les yachts et là pour le coup on voit le palais des festivals du festival juste derrière vous. Vous avez décidé ce matin de nous parler pop culture. Vous avez croisé vos plaisirs. Festival de Cannes et pop culture, avec un point sur le cinéma sud-coréen, avec une ascension fulgurante qui l'amène jusqu'à Cannes aujourd'hui. Oui, et tout d'abord, quand on parle de culture sud-coréenne, on pense souvent d'abord à des groupes musicaux comme BTS. Alors c'est un boys band qui affole les compteurs sur YouTube et qui est tout simplement en tête des ventes partout dans le monde. Car l'exportation de la culture sud-coréenne est aidée par l'État. Le pays soutient en fait massivement les industries du divertissement depuis les années 90, lorsqu'il s'est agi de sortir le pays de la crise. La Corée du Sud a misé sur ce secteur pour relancer son économie et rayonner à l'international. Rayonnement qui passe donc aussi par les films. On parle, Myriam, de K-movies, les Korean movies. L'investissement dans le 7e art a fait émerger des studios, des producteurs, des acteurs, et le cinéma sud-coréen que l'on connaît comme très créatif, très esthétique aussi, a fini par être reconnu dans le monde, aux Oscars notamment, où il a été primé, mais aussi dans des festivals très prestigieux comme Venise, Berlin et Cannes. Évidemment. Et quels sont les films justement sud-coréens qui sont en sélection ? Alors 2 films peuvent prétendre ce soir à la Palme d'Or. Tout d'abord, Decision to Live de Park Chan-wook, réalisateur récompensé une première fois ici en 2004 avec All Boys, Grand Prix du jury, et Broker avec l'acteur de Parasite qui a reçu la Palme d'Or en 2019 et un succès fou dans les salles en France. Hors compétition, il y a Hunt. Alors je vous en parle parce que c'est un film qui est passionnant. Haletant, un film d'espionnage dans la Corée du Sud des années 80. Et son réalisateur n'est autre que Lee Jung-jae, la star de la série Netflix Squid Game. Énorme carton sur la plateforme en 2021. J'ai eu la chance de le rencontrer cette semaine et je lui ai demandé en fait pourquoi le cinéma sud-coréen est aujourd'hui devenu incontournable. Bonjour la France, je vous aime. En Corée, depuis longtemps, on est habitué à voir des films étrangers. Ça a nourri notre cinéma, qui est capable de s'attaquer à tous les genres, avec l'envie de le partager avec le monde entier. C'est vrai que depuis peu, il y a une attention qui a explosé pour les films et les séries sud-coréennes. Jusqu'ici, les Coréens se sont efforcés à faire de très bons films. Et je pense qu'ils vont encore faire mieux pour satisfaire le public étranger. C'est aussi en ayant à cœur de partager ces œuvres que les contenus coréens sont très dynamiques. Alors la Corée du Sud, elle influence aussi les Français, nos réalisateurs français notamment. Oui, comme David Cho, qui a d'ailleurs tourné son dernier film en Corée du Sud, et notamment au casting, il y a des acteurs de renom de la Corée du Sud. Justement, le film s'appelle Retour à Séoul. Le film s'inspire de l'histoire vraie d'une jeune Française adoptée en Corée. Son film a été financé en partie par des subventions publiques de la Corée du Sud, des fonds pour promouvoir le pays et la création. Je vous propose d'écouter David Cho.
Je suis un fan absolu des films coréens et c'est juste un fait que c'est aujourd'hui l'une des plus grandes cinématographies au monde. Donc évidemment, quand on filme en Corée, on a ces influences qui viennent. Il y a quelques plans que j'ai piqués à gauche à droite dans des films coréens. Je dirais juste un tout petit truc, c'est que le film commence presque un peu comme un film de Hong Sang-soo. On se retrouve pour les gens qui connaissent le cinéma de Hong Sang-soo, un cinéma avec beaucoup de plans séquences fixes avec des gens attablés et qui boivent. Donc ça commence comme ça. Et puis à un moment, le personnage décide de se lever et ça devient plus du tout un film de Hong Sang-soo. Donc c'était un peu un jeu sur les attentes qu'on peut avoir sur un film qui se passe en Corée et sur un personnage qui va un peu exploser quelque chose par rapport à ça. Donc vous l'avez compris, Myriam, il y a 4 films tournés en Corée du Sud, dont 2 en compétition. Et comme je vois que vous êtes déjà en tenue de soirée, je vous invite à venir me rejoindre. Le palmarès, c'est ce soir ici à Cannes. Alors, j'adorerais. L'inconvénient, c'est qu'on est ici à 3h du mat demain. J'ai peur que ce soit un peu short pour revenir, Cédric. Merci beaucoup. On vous embrasse bien fort. Bon courage pour ce soir. C'est aussi votre dernière ligne droite. Blanche. Voilà, ça. J'ai plus l'âge, malheureusement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On continue ensemble avec Michel Goldstein qui nous a retrouvés. Ça y est, on peut plus faire de nuit blanche, nous. Non, c'est fini. Déjà, si vous regardez le match ce soir de foot, parce que c'est un peu notre rendez-vous, on en parlera dans le journal des sports. Je sais pas dans quel état je vous retrouve demain. Oh là, je suis au stade, donc je sais pas à quelle heure je vais rentrer aussi, effectivement. Mais on va commencer d'abord par mettre le rugby à l'honneur avec cette victoire des Lyonnais et la joie. Alors, la joie, tenue de soirée, et puis nuit blanche pour les joueurs du Loup qui ont remporté leur premier titre européen, première finale, premier titre, vainqueur d'un autre club de Toulon dans ce challenge européen, 30-12 dans un match à sens unique. Les Varois ont été brouillons et ont encaissé 3 essais et 3 pénalités. Les Rhodaniens, plus tranchants, plus rapides dans les passes et les sprints, ont montré qu'ils voulaient ce premier trophée. Le Loup se qualifie pour le Champions Cup de la saison prochaine. Bravo à eux. Bravo. Alors, la finale de la Champions Cup de cette année, elle a lieu cet après-midi à Marseille à 17h45 sur les antennes de France 2 entre La Rochelle et Leicester. Mais La Rochelle peut-être aussi premier titre. C'est à suivre sur les antennes de France Télévisions. La grande soirée de ce soir, elle se passe évidemment au Stade de France pour la 67e finale de la Ligue des Champions qui oppose évidemment le Real Madrid et Liverpool à Paris au lieu de Saint-Pétersbourg, faut-il le rappeler. Eh oui, effectivement, elle a été délocalisée cette finale. Alors la dernière finale qui a eu lieu au Stade de France, elle remonte à 2006 entre le Barcelone et Arsenal. Mais là, c'est un petit peu particulier parce que cette délocalisation est due à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On va les détails de cette délocalisation avec Frédéric Talbot. Après plusieurs jours d'ajustement et la pose d'une nouvelle pelouse, le Stade de France est enfin prêt à accueillir la plus grande compétition de clubs de football européen, la Ligue des Champions. Initialement prévu à Saint-Pétersbourg en Russie, l'événement sportif a été relocalisé à Saint-Denis. L'UEFA, l'instance européenne, a décidé de confier à la France son organisation quelques heures après le lancement de l'offensive russe en Ukraine. À la manœuvre, Emmanuel Macron. En coulisses, le président a directement négocié avec l'UEFA. Le président de l'institution sportive a tenu à remercier le chef de l'État. L'UEFA remercie Emmanuel Macron pour son soutien et son engagement à relocaliser la finale de la Ligue des Champions en France. Autre décision qui marquera cette finale, l'absence de Gazprom sur les panneaux publicitaires du Stade de France. L'UEFA a mis fin au contrat de sponsoring avec le gazier russe. Ces prises de position s'inscrivent aussi sur le terrain. Un hommage à l'Ukraine sera rendu avant le coup d'envoi du match. Hommage de la tête jusqu'aux pieds, puisque le mot paix figure désormais sur le ballon officiel de la rencontre. Une finale de rêve au Stade de France, sans club français, puisque le Real a éliminé en 8e de finale le Paris Saint-Germain. Alors, cette finale de Ligue des Champions qui s'annonce déterminante pour la lutte pour l'attribution du prochain Ballon d'Or. On va voir les images d'entraînement tout de suite. Entre, d'un côté, Karim Benzema et de l'autre, Mohamed Salah et Sadio Mané. Le Real Madrid, c'est 13 Ligues des Champions, le club le plus titré. Liverpool, 6 Ligues des Champions. Liverpool est probablement la meilleure équipe des deux, mais au Real, il y a Benzema. Il a souvent ramené son club des enfers cette saison. Oui. On écoute Thibaut Courtois. Je crois que la défense, on fait avec toute l'équipe. C'est pas juste
le défenseur ou le gardien. Je crois qu'au final, c'est tout le monde. Si on défend bien avec 11, comme ça, on peut arrêter Liverpool. On a déjà entraîné ça, donc je crois qu'on est prêt pour ça. Et Karim, oui, je crois qu'il a encore pris beaucoup plus de poids sur ses épaules. Je crois qu'il a fait beaucoup de buts importants, mais pas seulement ça. Il pousse vraiment l'équipe vers les victoires, même dans les moments difficiles. Merci beaucoup, Michel Colchel. On se retrouve dans la prochaine demi-heure d'information. On parlera notamment de Roland Garros. De Roland Garros. Les Français brillaient, les Espagnols essaient aussi de tirer leur épingle du jeu. La météo et une nouvelle édition.